Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azol, Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى خير. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc en fait passe par l'esprit de beaucoup d'entre nous. Hein, en fait, ça fait peut-être un petit moment que l'on rêve de créer son entreprise et de devenir son propre patron, mais on n'ose pas forcément franchir le pas. On se dit qu'on est peut-être plus stable étant employé plutôt qu'être entrepreneur. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat. Comment devenir entrepreneur, quelles sont les réflexions par lesquelles nous devons passer et quelles sont les étapes à franchir et surtout les difficultés à surmonter. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui grâce à l'intervention de Madame Faiza Antribouzar, qui est gérante et styliste de Fab Création et qui a en fait fait la transition de salarié à entrepreneur. Bonjour Madame Antribouzar, marhaba bik عندنا, et puis merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup à vous d'abord de m'avoir sollicité. Merci au présent. Et tout d'abord, je viens à dire Salam Bankom. J'espère que tous ceux qui nous regardent sont chez eux, confinés, pas dans leur voiture parce qu'on ne peut pas conduire et regarder. Voilà, marhaba. Très heureuse, vraiment très très honorée d'être parmi vous. Merci. Tout l'honneur est pour nous, Madame Antribouzar. Merci infiniment de votre participation. Donc je vous laisse un petit peu parler de votre parcours, de parler de cette transition et de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver à là où vous en êtes. D'accord. Merci beaucoup. Je prends la parole donc. Donc moi, je m'appelle Faiza Antribouzar, je suis créatrice de mode aujourd'hui depuis 11 ans. J'ai créé mon entreprise en début 2009. Mais avant, j'avais été employée dans l'entreprise familiale chez mon père, et donc mes parents, qui est une entreprise de bijouterie. J'ai travaillé à peu près entre 8 et 10 ans. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans cette entreprise, même avant d'avoir fini mes études, parce que c'est une entreprise familiale. Et chez nous, on commence à travailler tôt. Donc, j'ai touché un petit peu à tous les différents postes. Donc, quand j'ai fini mes études en 2000, je suis rentrée à Alger et mon père m'a dit, bah, écoute, tu as fait des études de commerce, je vais te mettre mon 20 euros. Et là, j'ai dit, bon, on va voir. Je me suis ennuyée à mourir, ça a duré un mois. Après, j'ai dit, non, c'est pas possible, il faut que tu mettes un poste où ça bouge, il y a un cœur. Dieu merci, le chef d'atelier avait quitté, partait à la retraite. Donc, je me suis bagarrée pour avoir ce poste. Je l'ai eu. Donc là, j'ai essayé de résumer. Et donc, j'ai été chef d'atelier. Donc, chef d'atelier de 20 artisans bijoutiers, jeunes femmes qui viennent d'être diplômées, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai appris les métiers, j'ai appris l'artisanat et j'ai appris le fait de diriger d'une certaine façon un atelier. Ça a duré 8 ans, le travail dans l'entreprise familiale, 8 ans à différents postes parce que j'étais à l'atelier. Ensuite, je suis passée au marketing, je suis passée au management, à différents postes, à différents besoins. Et ensuite, j'ai enseigné pendant une année. J'ai voulu faire l'expérience de l'enseignement. J'ai enseigné le marketing, la communication, la technique de vente. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le contact avec la jeunesse. J'ai beaucoup aimé les encadrer, leur donner des conseils. Mais le problème, c'est que c'est pas très bien payé. Il faut reconnaître. Donc, je tire mon chapeau à tous les professeurs qui continuent et qui tiennent le coup. C'est pas très très bien payé, effectivement. Et je suis revenue en entreprise familiale en tant que manager. Et en 2008, fin 2008, je décide de partir parce que je pense que je suis arrivée à la fin d'un cycle et j'ai besoin de partir. Il faut savoir que moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs où presque, on va dire, 90% des personnes sont des entrepreneurs. Donc pour moi, c'était une évidence de devenir entrepreneur. C'est juste que j'avais pas trouvé mon idée. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir entrepreneur pour être entrepreneur. Il faut être entrepreneur parce qu'on a une idée, parce qu'on a un projet. J'aimais l'idée de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas comment y arriver. Et c'est là qu'en 2008, donc, je décide de partir et j'ai un projet en fait. Parce que pendant des années, j'accompagne des personnes dans ma famille pour leur créer leur robe, etc. Sans avoir fait d'école de dessin, sans avoir fait une école de stylisme, sans m'y connaître, sans savoir coudre, sans rien du tout. J'ai fait une école de commerce, donc plus dans l'administratif, dans le structurel, etc.
et je me retrouve dans un autre métier. Sauf que je suis passée par l'atelier, c'est pour ça que j'ai précisé ce temps, et qu'un atelier, qu'il soit dans l'imprimerie, dans la bijouterie, dans la diamandrie, dans la menuiserie, ça reste quand même un atelier et la façon de le gérer. Donc, le métier de l'artisanat, et après, dans chaque artisanat, on a un détail, ça reste quand même la même base. Je décide donc de me lancer et de créer une maison de couture sans savoir coudre. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas forcément l'artisan qui réalise. C'est comme un architecte qui va réaliser des plans, mais c'est pas lui qui va construire la maison. C'est pas de ses propres mains qui va construire la maison. Donc c'est un peu le même esprit. Donc moi, je suis déjà dans une configuration où je veux être entrepreneur, où je suis encouragée à l'être. Donc c'est très important. L'environnement qui m'encourage, etc. Donc je décide de me lancer, bien que je sois encouragée par quelques personnes et un peu découragée par certaines personnes parce que pour eux, je ne maîtrise pas le domaine. Donc, pour eux, ce n'est pas normal. On ne peut pas aller dans un secteur si on n'est pas. Ça, c'est un cliché un peu algérien, un peu inspiré de la France, malheureusement. Mais en Algérie, c'est vraiment ancré, quoi. Si tu as fait des études en géographie, tu ne peux pas faire autre chose. Toute ta vie, tu feras que de la géographie. Ça, c'est un esprit assez étriqué que je recommande d'ouvrir et de se dire que même si j'ai fait des études de commerce, et ben maintenant je suis dans la couture. Peut-être que demain je serai dans l'agriculture. Je ne sais pas. L'essentiel, c'est que je m'exprime. L'essentiel, c'est que je sois heureuse dans mon travail. Et l'essentiel, c'est que je gagne ma vie. C'est ça, en fait, l'entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Donc, je lance mon activité. Je ne suis pas encouragée. Donc, je le fais un peu en cachette pendant quelques mois. Et je m'exprime. Je commence à dessiner. Je suis autodidacte. J'aime dessiner. Je suis capable de dessiner des dessins techniques. Là, j'ai mis quelques dessins pour que l'on voit un petit peu mon travail. On n'arrive pas à le voir. Je suis pas un technicien du dessin. C'est-à-dire que je vais pas vous faire des croquis extrêmement beaux. L'essentiel, c'est que le croquis soit clair. L'essentiel, c'est que le modéliste ou la modéliste comprenne ce que je fais et les détails. Ça s'appelle un dessin technique. Un dessin technique, ce n'est pas un dessin artistique. Que ce soit clair. Donc, l'essentiel, j'y arrive. Donc, je me mets à créer mes modèles, je me mets à dessiner. Je fais une première expo en juin 2009 et ça plaît. Et donc, je me lance vraiment. C'est-à-dire que j'ai créé une entreprise, j'ai une carte artisan, j'ai mon numéro d'identification fiscale, je suis une vraie entreprise. Mais je ne maîtrisais pas. On me dit, on voit pas bien le dessin. Je vais juste pour vous montrer un petit peu que vraiment, ce sont des dessins très basiques. Voilà, très, très basiques. Ce ne sont pas des dessins super développés, mais la modéliste arrive à voir ce que je veux dire. Elle comprend le modèle de la manche, elle comprend la longueur de la jupe, etc. Et là, ce n'est pas un dessin très, très élaboré. Il y a beaucoup plus de détails. On rajoute, on rature, on refait. Il faut savoir qu'on peut arriver jusqu'à 10 croquis pour réaliser un modèle. Hein. Donc, le croquis évolue. Donc là, je reviens au début. Donc, je me lance. Mais il faut comprendre que mes pairs, P-A-I-R-E, c'est-à-dire les gens de mon domaine, ne m'ont pas prise au sérieux. Parce que la fille du bijoutier, qui était très bien, qui avait un bon salaire, qui travaillait, qui était bien, pourquoi a-t-elle quitté l'entreprise familiale? Pourquoi a-t-elle quitté un job où elle était apparemment épanouie, bien, tranquille, peinarde, et elle avait un bon salaire, et pourquoi elle le quitte pour partir et créer son entreprise? Alors, là, on va arriver à des points que j'aimerais développer. Moi, ce que je peux dire, comment passer du salariat à l'entrepreneuriat, je pense que si je suis jeune diplômée, si je n'ai encore jamais travaillé, donc il y a 2 cas, je recommande quand même de travailler en tant que salarié un certain nombre d'années. C'est mon conseil. Après, j'ai plein de membres de ma famille qui n'ont jamais été employés, qui ont lancé leur entreprise, ça a très bien fonctionné. Mais 1 an, on s'adresse à moi. Moi, si je peux donner un conseil, c'est d'avoir un job à différents postes s'il faut, expérimenter. Si on a l'objectif d'être entrepreneur dès le départ, mais quand même expérimenter. Pourquoi je recommande? Parce que déjà, apprendre à travailler, apprendre à se structurer, apprendre à aller au travail tous les jours avec une rigueur, avec un cadre. Et surtout,
Le fait d'être dans la posture de l'employé, c'est important si demain on devient entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand on veut devenir entrepreneur, on ne cherche pas forcément à être un patron. Parce qu'on peut être un patron, on est ma'allam, salam alaikum, ok, à l'ancienne. Ça dépend de l'objectif. Si on veut être un leader ou si on veut être un patron, ce sont deux points. Ce sont des choix. Si je veux être leader, ça veut dire quoi être leader? Ça veut dire qu'on travaille en équipe. Ça veut dire qu'on valorise les autres. Ça veut dire que mon employé, c'est mon collaborateur, qu'il est fidèle, qu'il se donne à fond, qu'il est motivé, qu'il se sent chez lui, qu'il se sent en famille. Ça dépend ce qu'on cherche. Et si on cherche ça, un conseil, c'est d'être soi-même déjà employé pour se mettre dans cette posture et ressentir réellement ce que ça veut dire. C'est important. Pardon. On va me dire que tu as travaillé chez ton père. Je peux vous garantir que j'ai travaillé ailleurs, j'ai fait des stages aussi ailleurs, dans des entreprises pharmaceutiques. J'ai enseigné dans différentes écoles. Je peux vous dire que c'est plus dur d'être employé chez son père que chez les étrangers. Parce que votre papa, il ne connaît pas les limites. Pour lui, tu n'en fais jamais assez. Voilà. C'est encore plus dur, je peux vous le garantir. Donc voilà, c'est une expérience. Et moi, pourquoi j'ai voulu partir? Parce que je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille où on est entrepreneur, où on est plutôt libre, où on est indépendant. Donc, au départ, si je suis donc employé dans une entreprise, même si je suis bien, mais que je veux partir et que j'ai l'envie de créer mon entreprise, je dois me poser des questions. D'abord, au départ, il faut se poser des questions. J'ai mis en place, excusez-moi, là j'ai un petit problème de connexion. Ah, on vous reçoit, Madame Antribouzard, hein, on vous reçoit. Ah bon, Ah. On a perdu Madame Antribouzard, donc je vous demande de patienter un tout petit moment. Entre-temps, n'hésitez pas à écrire vos questions sur l'onglet chat et sur l'onglet questions. Alors, d'accord. Alors, Soraya Oul, je viens de noter votre question. Nous allons y répondre à la fin de l'intervention de notre speaker. Alors, Mohamed Mechey. Ah, très bien. Rebonjour, Madame Antribouzard. Aucun souci, aucun souci, aucun souci. Voilà. Donc, je vous ai dit, moi, je voulais toujours être entrepreneur parce que c'est un petit peu dans la famille, même si, entre parenthèses, les femmes de ma famille ne sont pas des entrepreneurs. Je parle des hommes. Les femmes de ma famille, où elles travaillent avec leur mari, qui sont entrepreneurs, ou elles ont des professions libérales, c'est-à-dire professeurs ou médecins ou pharmaciens, etc. Mais entrepreneur, c'est pas tout le monde, c'est pas évident. Je suis moi entrepreneur seul, c'est nouveau. Donc les questions qu'on pourrait se poser, c'est-à-dire avant de commencer, c'est-à-dire je suis salarié ou je suis en recherche d'emploi et je décide, j'y pense. Est-ce que je veux être patron? Est-ce que être patron, est-ce que c'est une volonté pour être patron, pour diriger, pour donner des ordres? Est-ce que je veux développer une idée? Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que je veux exprimer quelque chose? Parce que moi, par exemple, quand j'ai lancé ma maison de couture, je voulais exprimer mon amour des couleurs. Ça peut paraître abstrait, ça peut paraître fou. Mon amour des couleurs, mon amour du patrimoine algérien, le rafraîchir. J'avais une idée, un concept. Est-ce que on veut être libre? Est-ce qu'on cherche la liberté? Est-ce qu'on veut gagner beaucoup d'argent? Est-ce qu'on veut être tranquille? Est-ce qu'on veut un statut? Est-ce qu'on veut diriger? Ces questions, on doit se les poser parce que si on décide d'être entrepreneur juste pour être patron, déjà, c'est un problème. Si on veut s'exprimer, c'est bien, mais est-ce qu'on a un projet? Est-ce qu'on a un business plan? Est-ce qu'on a pensé
à la suite. Parce qu'une idée toute seule, c'est pas une entreprise. Est-ce qu'on cherche la liberté? Alors, la liberté, le concept de liberté chez l'entrepreneur, c'est un concept assez particulier. Parce qu'effectivement, je suis libre, mais je ne suis pas libre en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis libre. Je peux décider de la trajectoire de mon entreprise. Je peux décider de l'arrêter. Je peux décider de changer de produit. Je peux décider. Mais je ne suis pas libre à 100%. Hein. Je ne fais pas ce que je veux. Je paye des charges. Je dépends de règles structurelles du pays. Je ne suis pas libre, complètement libre. Il faut faire très attention. Je ne fais pas ce que je veux. Je dois peut-être travailler plus que mes employés. Je dois peut-être… quand je dis travailler, ça ne veut pas dire que je fais mes horaires 8h, 16h. C'est pas ça, travailler en tant qu'entrepreneur. On y arrivera. Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Si l'argent, c'est la motivation, je peux vous dire que vous allez vous casser la gueule. Ça, c'est sûr. Parce que si on n'a pas ce que dit, d'ailleurs, je recommande à tout le monde, d'ailleurs, je vais le noter tout de suite, c'est Simon Sinek, que j'aime beaucoup. C'est un conférencier d'origine anglaise qui parle beaucoup de l'entrepreneuriat et qui vous dit le why. You have to look for your why, le pourquoi. Une entreprise qui se crée juste pour créer de l'argent, je peux vous dire qu'elle va se casser la gueule. Si une entreprise est créée parce qu'elle a un idéal, parce qu'elle a une idée, parce qu'elle a une envie d'exprimer quelque chose, parce qu'elle peut faire aboutir, parce qu'elle a une valeur, quelles sont les valeurs de mon entreprise? Quels sont les ADN que je vais exprimer? C'est très important de le faire. Si je vais être tranquille, alors là, si on pense que être entrepreneur, ça veut dire qu'on va être tranquille, il vaut mieux ne pas l'être. Parce que c'est comme un bébé. Quand on a un enfant, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis une maman de 2 enfants, l'aîné a 17 ans. Je peux vous dire que dès qu'on devient parent, on ne connaît plus la tranquillité. C'est un bonheur immense et je le souhaite à tout le monde. Mais on n'est plus tranquille. On ne fait que penser à ses enfants. On ne fait que s'inquiéter pour ses enfants. C'est ça. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Donc, si c'est pour être tranquille, il faut éviter d'être entrepreneur parce qu'on n'est pas tranquille. Ça, c'est clair. Les fins de mois, les salaires, les charges, les problèmes, les difficultés, les problèmes techniques. On a beaucoup de soucis. On va arriver à pourquoi être entrepreneur. Si c'est pour un statut, juste pour être un statut, ça va être éphémère. Au bout d'un certain temps, vous allez vous en lasser parce que ça implique beaucoup de travail. Donc, si c'est que le statut, c'est que le mabahel, si c'est que la façade, c'est pas intéressant. Si c'est pour diriger, faire le patron, etc., ça, c'est une façon de faire d'un autre temps. Ça ne se fait plus. De toutes les façons, si on suit notre culture, on peut être un dirigeant humain. Moi, comment je vois l'entrepreneuriat avec son équipe? Je vois que c'est comme un père de famille ou une mère de famille qui prend son équipe comme ses enfants, qui fait attention à eux. Quand ils sont malades, elle n'est pas bien. Quand ils ont bien travaillé, les encourager. Quand ils n'ont pas bien travaillé, les appeler et leur expliquer avec de la considération et du respect. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer quand on est entrepreneur. Donc ça, c'est le pourquoi. Il faut vraiment être motivé et au départ, se poser la question pourquoi je veux devenir entrepreneur et être surtout honnête avec soi-même. Ensuite, quoi? Si je suis entrepreneur, il y a des milliards d'idées. Donc, il faut se poser la question quoi? Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que j'ai un produit? Est-ce que je le maîtrise? Est-ce que j'ai un métier? Parce que moi, par exemple, c'est vrai que je ne sais pas coudre, mais je maîtrisais le métier de l'artisanat. Ça veut dire quoi? Le process de fabrication, même que ce soit dans la bijouterie ou dans le vêtement. Je vous ai dit qu'en tant que c'est artisanal, je maîtrise le process. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment il faut faire. Ça, c'est important. Le process de base du métier, même si je ne sais pas comment on fabrique une veste techniquement au départ, j'ai dit, je sais qu'il faut des gens de tel métier, il faut de la matière première, il faut tel et tel élément. Ça, c'est clair. Après, il faut avoir le courage d'apprendre le métier. Moi, je ne savais rien, mais je l'ai appris. C'est-à-dire que j'ai été dans les foires, j'ai acheté des livres et je me suis mise à travailler. Vraiment, à me former toute seule. Je ne sais toujours pas coudre, mais je peux vous dire qu'elles ne font pas une démarche sans me demander comment doit être la découpe, comment doit être le col, comment doit être la manche, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire de mes propres mains, mais c'est moi qui le conçois. C'est pour ça que je fais un dessin technique. Et je veux que ça soit clair. Je veux que si la manche, je veux qu'elle soit… Vous voyez ces petites fronces? Ça veut dire que ça implique des fronces là.
C'est moi qui demande que ce soit de France. Si je veux que l'épaule soit élevée, c'est moi qui vais dire, tu écartes d'1 centimètre, tu lâches, etc. Donc, vous voyez, j'ai appris les métiers. Ça, il faut du courage. Il faut beaucoup d'humilité et du courage. Donc, le quoi, donc on a commencé par pourquoi, quoi, quel produit, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un service, est-ce que c'est quelque chose de connu, de méconnu, est-ce que je vais pénétrer un marché, est-ce que je vais créer un marché. Tout ça, ce sont des questions très importantes à connaître. Et est-ce que je maîtrise un minimum? Est-ce que si je n'ai pas tel et tel employé, est-ce que je vais continuer à travailler ou je vais mourir, je vais disparaître? Donc, beaucoup d'humilité et beaucoup d'honnêteté avec soi-même. Très important. Ensuite, on arrive à l'étape du comment. Comment? Donc là, je me suis posé les bonnes questions. Je suis convaincue que je peux être entrepreneur et que je dois l'être parce que quand on est un entrepreneur dans l'âme, on se sent obligé de l'être. Ça, c'est clair. Après, on peut devenir au fur et à mesure parce que c'est une question de confiance en soi. Et ça, on va y arriver. Comment? Quel est le modèle économique que je choisis pour devenir entrepreneur? Est-ce que je vais être artisan? Est-ce que je vais être industriel? Est-ce que je vais être conseiller, faire de l'audit, etc. Il y a plein de modèles. Est-ce que je fais de la production ou de l'importation? Est-ce que je dois définir un process? Établir un business plan. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent « Ah, vous m'intéressez, j'aime bien ce que vous faites, vous êtes dans la mode, c'est génial. » Alors, on voit beaucoup les strass et les choses à l'extérieur. On ne réalise pas que c'est beaucoup de travail derrière. Et on me dit « Voilà, je sais dessiner quelques croquis, j'ai quelques idées. » Je dis « Cool. Et alors, c'est quoi votre projet? » Ils me disent « Voilà, aidez-moi. » Je dis « Non, là, stop. C'est pas à moi de faire votre business plan. C'est à vous de faire un business plan. Business plan, aujourd'hui, avec Internet, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Vous allez sur Internet, vous tapez business plan, petite entreprise, auto-entrepreneur, vous trouvez tout ce que vous voulez, vous trouvez le canevas qui vous convient et vous vous y mettez. Il faut commencer à créer un canevas. C'est quoi mes qualités en tant que personne? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi mes lacunes? C'est quoi mon avantage? Quelles sont mes capacités? Quelles sont les capacités du marché? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Faire une veille concurrentielle. Tout ça est dans le business plan. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet du jour. Faire un business plan. Et ça, je vous le conseille, même si vous n'avez pas un produit concret, etc. Mais faire une sorte de simulation pour voir si vous êtes capable de le faire. Pour voir si vous êtes capable par la suite de tenir le coup. Est-ce que j'ai les moyens? Quels sont mes moyens? Si je décide de commencer, est-ce que j'ai un local? Est-ce que j'ai un minimum de moyens? Si je n'ai pas de moyens, est-ce que je prends des partenaires? Comment je choisis mes partenaires? Est-ce que je fais appel à un mode de financement? Est-ce que c'est les banques? Est-ce que c'est les organismes tels que l'ANDI, l'ANGEM, etc. Je dois me poser ce genre de questions et je dois aller. Ceux qui me disent qu'il y a des problèmes administratifs, ça c'est clair. Il y aura des difficultés administratives. Mais on va y arriver après. Ça, ce sont pour moi des faux problèmes. Les conseils que je peux donner. Là, on va parler des conseils. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, je vois beaucoup de questions. Des conseils que je peux donner. Je me dis, moi, que je suis prudente, mais pas immobile. Il faut de la prudence, mais chez la prudence qui va me paralyser, où je ne peux plus rien faire, je ne peux plus agir. Je peux être prudente par rapport à quoi? Ça, ce sont des bases. Pourquoi je parle de ça au départ? Parce que c'est important de mettre en place comme des fondations. C'est très important. Quand on veut construire une maison, on met des fondations en béton armé. C'est pas pour rien. C'est pour que ça tienne. C'est pour que ça tienne sur des années. Donc pour moi, ma dalle dans l'entreprise, c'est quoi? Me mettre dans une configuration psychique, d'être très sérieux avec tout ce qui est organisme d'État, la CNAS, CASNOS, impôts. Il ne faut pas rigoler avec ça. Très sérieuse avec mes clients, mes futurs clients. C'est-à-dire que je me mets en place et je sais que si je produis quelque chose, je vais me donner à fond, faire le maximum et traîner l'amal, faire le maximum pour que mon produit réponde et soit impeccable pour le client. Être très sérieux avec ses employés, donc son équipe, ses partenaires, ses collègues. Très sérieux. Ne pas les prendre de haut, les considérer, beaucoup les respecter et instaurer un climat familial, ça c'est ma recommandation, un climat familial sans la tsara, ce qu'on appelle la tsara, que je n'arrive pas à traduire. On peut créer une atmosphère familiale avec beaucoup de respect, sans qu'il y ait la tsara, même si c'est moi, je veux dire, le chef d'orchestre, mais il y a du respect, je les considère, parce que sans eux, je ne peux rien faire. On m'a mêlé aussi, hein, mon capital.
très sérieuse aussi avec mes futurs fournisseurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai des fournisseurs qui me donnent une latitude, c'est-à-dire que je peux prendre de la marchandise et payer sur 30 jours, un exemple. Ou 90 jours, ça dépend des fournisseurs. Mais comment je suis arrivée à ça? Je ne suis pas arrivée à ça du jour au lendemain, j'arrive, je débarque, je dis oh salut tout le monde, voilà, je vais prendre la marchandise et je vous paye après. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une relation, il faut de la patience, c'est une relation qui se construit sur la confiance. Au début, je vais avoir, par exemple, une sorte de crédit à 50 000 dinars. Il va me dire, une fois que tu arrives à 50 000 dinars, tu vas me payer. Mais avant d'y arriver déjà, je suis une cliente fidèle. C'est-à-dire pendant une année, à chaque fois que je vais aller, je vais acheter des matières chez lui. Je vais me fidéliser chez 2 ou 3 fournisseurs de tissus, par exemple. Je vais acheter chez lui, toujours chez les mêmes. Je vais me fidéliser. Ensuite, il va voir que je suis sérieuse. C'est lui qui va me proposer. Il va me dire, voilà, une fois que tu atteins les 50 000 dinars de marchandises, tu viens me payer. Ensuite, ça va être les 100 000, etc. en fonction. Ensuite, on va créer une atmosphère de confiance avec le fournisseur. C'est très important. Beaucoup, beaucoup de sérieux, beaucoup de considération avec nos fournisseurs. Et les banques. Si on fait un leasing, si on a un compte bancaire, et il faut être très sérieux. Même si on n'a pas beaucoup d'argent sur son compte, même si on n'a pas beaucoup de liquidité, mais être très sérieux. C'est-à-dire que je décide de faire un leasing, je dois payer mon leasing. Je fais des chèques, il ne doit pas y avoir de chèques sans provision. Il ne faut pas que le banquier, à chaque fois qu'il voit mon nom, il soit fatigué, agacé. Ça, c'est vraiment une base importante. Voilà. Donc, moi, ce que j'appelle ça, mettre en place un cadre solide, des bases, une dalle solide. Ce sont les fondations de l'entreprise. Ça, une fois que je l'ai intégré, les gens me disent qu'il y a des problèmes administratifs. Ça, il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme un détail, comme faire ses courses. Moi, personnellement, j'aime pas faire les courses. Et pour manger, il faut faire ses courses. Ben voilà. Il y a le côté administratif qu'il faut considérer. On le met, et voilà. À faire tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend de la formule. Cependant, pour être un vrai entrepreneur, il faut déjà oser être audacieux. Parce qu'on me dit, je n'ai pas d'idées. Mais les idées, tout le monde en a. C'est ça que les gens ne croient pas en leurs idées. Et être audacieux, ne pas se dire non, c'est pas possible. Elle a même vérité, tu es malade, c'est pas possible. Vous savez, il y a une atmosphère. Il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'en Algérie, c'est un pays qui est passé par une période socialiste pendant des années et qui est resté dans les esprits. Donc les gens n'osent pas faire le pas. Je ne suis pas capitaliste violente. J'aime pas le capitalisme sauvage. Mais ce que j'aime dans le capitalisme, c'est la libre entreprise et la liberté d'exprimer ses idées. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis très optimiste par rapport à la jeunesse algérienne. Je vois beaucoup d'initiatives faites dans les associations, etc. Et je recommande d'exprimer ses idées. Anaya, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais tu es folle. On m'a souvent traité de folle, hein, vous savez. Premièrement, tu es folle de quitter un job chez ton père. Tu es folle, tu n'es pas couturière, tu te lances dans la mode. Ça ne fait pas un beau statut. Je veux dire, tu as fait des études supérieures à l'étranger, tu as été en France, aux États-Unis. Tu pourrais avoir un poste dans une multinationale. Je ne comprends pas pourquoi tu vas te créer une entreprise avec les couturières, les artisans, etc. Ce n'est pas un statut super élevé. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de clichés. Il ne faut pas s'attarder à ces clichés. Il ne faut pas s'autocensurer. Voilà, Soraya, une bonne expression. Il ne faut pas s'autocensurer. Il faut s'exprimer. Il faut se laisser aller et exprimer ses idées. Voilà. Tout le monde m'a prise pour une folle. Et quand je vous dis 90% des gens qui m'entourent m'ont prise pour une folle, pour une tarée, pour une farfelue qui n'a rien dans la tête et qui va perdre son temps. On m'a taxé de fille gâtée, voilà. On m'a taxé de plein de choses. Moi, je savais où je voulais aller. Moi, je connaissais le potentiel. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait mes études en France parce que j'ai eu la possibilité de côtoyer des gens de différents horizons. J'ai eu beaucoup de chance de voyager. J'ai été aux États-Unis, j'ai été en Europe, etc. Et j'ai vu l'esprit d'entreprise aux États-Unis qui est extraordinaire. Vous avez une idée, vous osez exprimer votre idée, déjà vous êtes un héros. Ça ne veut pas dire que le capitalisme sauvage est bon à suivre, hein, je précise. Mais il y a du bon dans cette théorie.
croire en ses capacités intellectuelles et cognitives. Parce que souvent, en Algérie, on dévalorise les diplômes algériens, on dévalorise l'intellect algérien, on dévalorise le patrimoine. On se dit non, c'est toujours mieux l'Europe, c'est toujours mieux l'Amérique, et aujourd'hui, c'est toujours mieux les Asiatiques, et nous, on est toujours à la traîne. Moi, je suis pour créer un nouveau mode de pensée et se dire, on est capable, yes we can, why not? Obama est arrivé, c'est quand même un noir, il est arrivé, il est devenu président des États-Unis. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Vous savez, pendant le 19e siècle, il n'y avait pas de femmes qui travaillaient dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, tout est possible. Il faut croire. Le maître mot, quand on est entrepreneur, c'est le mot croire. Croire en Dieu, c'est-à-dire que croire en soi, croire en ses capacités, croire en son énergie, croire en ses idées. Même si elles ont l'air farfelues, mais si on les construit, il ne faut pas que ce soit une idée, bah quoi, j'ai une idée. Il faut aller jusqu'au bout de son idée, la construire, avoir une vision. J'ai une idée, comment je la vois dans 5 ans, cette idée? Comment je la vois dans 10 ans? Avoir une vision, ce n'est pas juste une histoire de 1 an. C'est important. Tout être humain a de l'intuition, sauf qu'il la tue, parce qu'on entend tout le temps. Moi, j'ai un père qui est entrepreneur. Tous mes oncles sont entrepreneurs. Quand j'ai parlé de mon entreprise, il m'a regardé, il était négatif, alors que lui-même est entrepreneur. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Il faut écouter son intuition, mais la construire, c'est pas l'écouter barkagda, l'écouter, écrire et voilà. La construire, écouter son intuition et dire, moi par exemple, mon intuition c'était quoi? J'ai observé autour de moi que le Kéréko algérois était dévalorisé, que le Kéréko était négligé et qu'il n'était pas assez porté. Donc je me suis dit, il faut aller dans ce sens. Protéger ses arrières. Point très important. Par exemple, l'accès à mon compte bancaire, il n'y a que moi qui ai accès. Je ne donne pas de procuration à n'importe qui. Protéger ses arrières. Ça, on revient au conseil. Donc, croire, oser, écouter son intuition, protéger ses arrières, sans être immobile, mais se protéger quand même, ne pas être un fonceur sans regarder. Très, très important. Je sais qu'on est en train d'avancer, les gens veulent poser des questions. Je sais que j'ai encore quelques minutes. Je vais juste aller rapidement, mais c'est très important. Ça, c'est un point très, 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 très important. C'est quoi? Être un bosseur, une bosseuse. Ne pas avoir peur de travailler. Ne pas avoir peur de se fatiguer. Parce que, comme disait Elon Musk, celui qui a créé Tesla, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. On peut être d'accord ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bosseur. Le mec, il n'avait pas d'appartement. Il habitait dans son bureau. Bon, là, c'est excessif, c'est exagéré. Mais il faut beaucoup travailler. Là, si on est fainéant, c'est pas pour vous, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes fainéant, vous n'aimez pas trop vous lever tôt, vous n'avez pas trop tardé, vous n'avez pas trop vous fatiguer, c'est pas pour vous. Parce qu'il faut c'est très important. Ne pas compter les heures de travail. Œuvrer sans complexe. Par exemple, j'ai un magasin, il faut que je nettoie, ben, je vais faire le ménage, je vais faire nettoyer les toilettes. Pas de complexe. J'ai pas peur de me salir les mains. Ça, c'est l'expression de mon frère. Mon frère aussi est entrepreneur. Je n'ai pas peur de me salir les mains. Pas de complexe. Si on veut être entrepreneur, il n'y a pas de complexe. C'est pas moi j'ai un statut de patron, je fais pas. Non, je fais tout sans complexe. Être motivé par un idéal, avoir des valeurs. Mon idéal à moi, c'était quoi? C'était de faire arriver le Kéréko aux États-Unis. C'était de faire porter les actrices américaines le Kéréko algérois et algérien. C'était ça mon idéal. C'était ça ma vision, my vision, comme dit Simon Sinek. Voilà. Quel est le mindset d'un entrepreneur? Le mindset d'un entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur, c'est de bosser et c'est d'avoir une vision. Où je veux arriver, un idéal. C'est ça mon idéal. Faire porter les actrices américaines ou les stars internationales le Kéréko algérois. Et je vais terminer avec ce point. Donc, si je décide d'être entrepreneur, j'ai le courage et je suis audacieux et je sais que j'en suis capable et que je suis fait pour ça. Une fois que je crée mon entreprise, pour qu'elle soit viable et pérenne, parce que c'est bien beau de créer une entreprise, mais il faut qu'elle dure. Premier point, il faut que mon produit soit fort, quel que soit le produit. Ça peut être le conseil, ça peut être fabriquer de la javel, ça peut être ce que vous voulez. La qualité et la notoriété, même le prix peut être négocié.
Deuxième point, avoir une bonne équipe. Troisième point, avoir une bonne gestion. Donc, on en a parlé. Tout ce qui est financier doit être impeccable. Et le marketing. Ne pas négliger le marketing. L'analyse des concurrents, sans être focalisé trop sur les concurrents. Avoir une bonne communication et avoir une bonne force de vente pour que l'entreprise puisse dire. Voilà. Donc, j'ai terminé. Là, je suis un peu en retard. Je suis en retard de 5 minutes. Ah bah, il y a aucun souci, hein, Darek. Les informations que vous avez données sont très pertinentes, sont très importantes. Et en fait, on a tendance à voir que nous, Algériens, moi, je serai entrepreneur, je serai le directeur de ma propre entreprise. Donc, on a tous, je pense, cette ambition de créer son entreprise. Mais soit qui m'a côté, on est découragé, soit on n'a pas confiance en ses idées, soit peut-être qu'on se dit qu'il y a beaucoup de difficultés, on n'entend que les avis négatifs, etc. Et on ne croit pas forcément en soi. Justement, je voulais vous poser une petite question dans ce sens. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées vous-même en tant qu'entrepreneur, si ce n'est les mauvaises langues et les personnes qui essaient un petit peu de vous décourager? Quelles sont les difficultés administratives que vous avez eues à rencontrer qui vous ont peut-être qui vous ont freiné un petit peu dans votre processus d'entrepreneur? Alors, moi, je me suis posé toutes ces questions, comme je vous avais dit. Dans quel modèle économique? Moi, j'ai choisi le modèle économique d'une entreprise artisanale. Oui. Parce que j'allais dans le domaine artisanal. J'aurais pu créer une URL, j'aurais pu le créer, oui. Mais j'ai préféré aller dans l'entreprise artisanale parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc, il faut bien se renseigner. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de difficultés administratives. C'est vraiment la chose la plus simple qui soit dans mon registre. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez à la chambre d'artisanat, ils vous disent voilà ce qu'il faut comme papier dans votre registre de commerce, dans votre contrat de location. Il faut que ce soit mentionné ça. Ils vous expliquent. Ils sont adorables, ils sont super gentils, ils sont attentionnés, attentifs, accueillants. Ça s'est super bien passé. Une lettre à la poste. J'avais mon numéro de carte d'artisan. Après, j'ai été faire tout ce qui est par rapport aux impôts, le NIS, bref, tout ce que j'ai eu à faire, une lettre à la poste. Et je l'ai fait toute seule. Vous comprenez? J'ai tout fait toute seule. J'ai pas eu de et j'avais très peur de ça parce que j'entendais sans arrêt, tu vas voir, ça va être la galère. Oui, je n'ai eu aucun problème. Très, très bien. Très, très bien. Alors, mes difficultés se sont rencontrées avec le manque de personnel, le manque de compétences. Parce que dans le domaine du textile, pas par rapport aux brodeurs, ça va. Mais les modélistes, les piqueuses, les finisseuses. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 ans, je galère. Bon, j'ai une équipe, mais on n'arrive pas à développer grandir plus, oui. On n'arrive pas à le développer. On n'arrive pas à créer des produits. On me dit tu es trop cher. Pourquoi je suis cher? Parce que je prends du temps pour réaliser. Si j'ai 10 piqueuses, je vais très vite et mon produit diminue. Ce sont les économies d'échelle. Mais je ne trouve pas de personnel. Voilà mes difficultés. Ce sont des difficultés structurelles de l'Algérie parce qu'on a négligé le département textile et vêtements. Tout ce qu'on consomme en Algérie. Le département artisanal en général, hein, pas que le textile. Hein. Alors, l'artisanat, mais moi, je n'avais pas besoin d'artisans. Moi, j'avais besoin de techniciennes du textile et du vêtement, des piqueuses, des modélistes et des finisseuses. 3 métiers qu'on peut trouver dans le prêt-à-porter, introuvables. Vous savez ce que c'est qu'introuvable? C'est facile de trouver un médecin, un ingénieur, que de trouver une piqueuse. Je peux faire une annonce sur Webkini, je peux faire une annonce partout. Même chez vous, j'en ai fait plusieurs. Je suis en politique, jamais trouvé. Oui, oui. Webkini, les journaux, rien. Internet, rien du tout. Depuis que j'ai un peu plus de notoriété, ça fait, on va dire, 3 à 4 ans, et ben, ce sont elles qui viennent vers moi, Dieu merci. C'est elles qui cherchent de l'emploi et c'est elles qui viennent vers moi. Mon équipe s'est un peu agrandie. Mais on reste quand même à 10 employés. C'est ridicule, je veux dire. C'est vraiment une très, très, très petite entreprise. J'aimerais bien l'agrandir, mais c'est compliqué. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de polyvalence. En fait, un entrepreneur doit être polyvalent. Est-ce que pour autant, un entrepreneur doit être polyvalent, c'est-à-dire qu'il doit tout faire? Est-ce qu'il doit s'occuper lui-même de ses finances, lui-même de sa comptabilité? Ou bien est-ce qu'il doit en fait savoir déléguer, savoir s'entourer? Alors,
à mon avis, on peut pas être bon partout. Moi, personnellement, je suis spécialisée en marketing. Je suis pas très bonne en finance. Donc, je peux vous dire que dès le départ, un de mes investissements les plus importants, c'est d'avoir un comptable. Donc, moi, ça Oui, fait 11 ans que j'existe, ça fait 11 ans que je suis chez le même comptable. Ça, c'est clair. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec l'administration, justement. Et comme ce n'est pas mon domaine, la fiscalité, etc., je préfère avoir recours à quelqu'un qui me donne des conseils et qui me cadre dans ce sens. Donc, déléguer, a good manager is a manager who knows how to delegate. Donc, mais oui. le problème au départ, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on démarre. Donc, on va faire beaucoup de choses. Moi, j'ai été chauffeur, j'ai livré, j'ai fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que vraiment, je recevais les clients, je faisais tout, je répondais aux mails, je faisais absolument tout. Ensuite, j'ai eu une assistante. Ensuite, j'ai eu une deuxième assistante qui s'occupait du marketing. Voilà. Mhm. Après, j'ai eu un démarcheur. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on commence à déléguer parce qu'on maîtrise déjà et on sait où notre temps doit être pour gagner de l'argent. Parce que moi, si je passe mon temps en voiture à les livrer, ben, je perds de l'argent parce que je devrais être face à mes clients ou face à mes feuilles à créer. Donc après, il faut être clair et savoir où je suis productive. Très, très bien, très, très bien. Donc là, bah, je vous propose, Madame Antri-Bouzard, de passer aux questions des participants. Voilà. Alors, donc, il y a eu une première question. Alors, Loubna Lounis, Saïd Mbarek, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Donc, je voudrais savoir s'il était possible d'être salarié et en même temps avoir ma propre entreprise. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'activité. Je ne sais pas. Ça dépend de mon job. Est-ce que c'est un job qui nécessite beaucoup d'attention intellectuelle ou du temps? Ça dépend. Moi, je connais des gens qui ont réussi à concilier ça, à faire les deux. Pas en Algérie. J'ai une amie qui habite au Canada, qui avait un emploi, mais au Canada, c'est très structuré, c'est-à-dire que elle doit faire, ils lui disent, voilà, tu dois faire 30 heures par semaine dans l'entreprise. Donc, elle est payée pour 30 heures et elle a du temps. Donc, ce temps, elle va l'allouer dans son business qui était organisateur d'événements. Mhm. Ça ça dépend de votre job. C'est à vous de savoir. Moi, je pense que tout est possible. Ça dépend de Oui. vous. Vous voyez, rien que de poser la question, ça veut dire que vous ne croyez pas assez en vous. Je suis désolée, je ne sais pas qui a posé la question. Il Il y a faut beaucoup croire de en vous. personnes C'est qui à ont vous de posé, savoir. beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Voilà, parce qu'ils ne croient pas en eux. Mhm. Il faut croire en soi. Ça dépend de votre activité que vous voulez développer. Vous pouvez la développer à un rythme léger. Ça dépend ce que c'est. Si Mhm. vous décidez de produire quelque chose, qu'il faut une structure, il faut être 100%. Si c'est, je ne sais pas moi, acheter quelques produits et les revendre, c'est ça votre entreprise. Si vous avez le temps, vous gérez une page Facebook, c'est faisable. Ça dépend de ce que c'est. Si je Voilà. décide d'être, moi par exemple, c'est pas possible. Dans mon cas, c'est pas possible parce Mhm. que je dois dessiner les modèles, je dois les concevoir, je dois encadrer une équipe, je dois gérer la clientèle, voilà, gérer la production. C'est impossible d'avoir un autre job. Mhm. C'est pas possible. D'accord, d'accord, très bien. Donc là aussi, on a une autre question. Est-ce que le financement de votre activité s'est fait sur fonds propres ou bien vous avez eu des partenaires ou des financements Moi, j'ai bancaires? travaillé, j'ai été salariée pendant presque 10 ans. Donc, c'était sur fonds propres, j'ai fait des économies. Oui, effectivement, c'était sur fonds propres. J'ai pas eu, D'accord. j'ai pas, pourquoi? Parce que j'étais déjà dans l'entreprise familiale, j'étais déjà associée dans l'entreprise familiale. Donc, je ne pouvais, ça, c'est un problème. Moi, pour moi, pour avoir accès au financement en GEM, en SEG, etc., il faut avoir un comment ça s'appelle? Il faut être non salarié, il faut être au chômage, en fait. Un extrait drôle vierge. Ça, c'est D'accord. problématique parce que moi, je n'étais qu'associée dans l'entreprise familiale, qu'associée. Donc, je n'avais pas le Mhm. droit à accéder à l'enseigne, à l'engem, etc. Donc, j'étais obligée, je n'avais pas d'autre choix que de faire des fonds propres. Mais si je suis chômeur, c'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi, je suis extrait drôle, néant, j'ai rien du tout. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à avoir, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me pose la question vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'on peut avoir deux activités? Je pense que la loi intervient si on est fonctionnaire, si on est dans le privé, si on se met d'accord avec son employeur, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'en tant que fonctionnaire, on ne peut pas être chef d'entreprise, je pense. Hein. Mais ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas de mon ressort de répondre à ce genre de questions parce que ça c'est le ressort d'un comptable, expert comptable ou avocat. C'est pas de mon ressort.
Je ne sais pas si ça s'est coupé. Justement, vous me dites Ibtissem Karin, voilà, conseiller, voilà, l'aspect juridique. Il faut voir. Si je suis fonctionnaire, je pense qu'on n'a pas le droit. Mais si on a la possibilité avec son employeur, il faut se mettre d'accord en fait. Mais ce n'est pas de mon ressort. Il faut s'adresser à des avocats pour ça. Moi, je suis chef d'entreprise. J'essaie de voir les questions puisque employé à perdre. Rebonjour, Madame Antribouzara. Désolée, hein, j'ai eu une petite coupure de connexion. Petite coupure de connexion. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez répondu à la question concernant le financement. Je vous ai dit, moi, par rapport au financement, je n'avais pas droit à autre chose. Donc, je ne pouvais pas avoir accès ni à l'ANSEJ, ni à l'ANGEM, ni à rien du tout. Parce que j'étais déjà. Et là, on dit c'est trop important. C'était pas pour moi. Très bien. Donc, j'étais obligée d'avoir recours à mes fonds propres. Donc, moi, comme j'avais travaillé pendant 8-10 ans, donc j'avais fait des économies, c'est avec ça que j'ai. Donc, le projet en fait d'entrepreneuriat avait commencé à muter chez vous, et donc vous avez commencé à faire des économies pour pouvoir lancer votre projet. Je vous ai dit, moi, dès le départ, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je n'avais pas l'idée en fait. J'avais trop d'idées. Il fallait que je fasse un choix. Je voulais être conseillère dans le marketing. Je ne pensais pas à la mode, hein, parce que moi, je ne suis pas une fashion victime. Moi, quand j'étais étudiante, je n'achetais pas Vogue ou Elle. Hein. Moi, j'achetais Courrier International. J'aimais beaucoup la politique ou l'économie, surtout la politique et la géopolitique. Donc, après, j'ai découvert, c'était un concours de circonstances, j'ai découvert que j'étais bonne dans un domaine que j'adorais, et donc je me suis lancée là-dedans. C'était vraiment un concours de circonstances. Très, très bien, très, très bien. Donc ensuite, j'ai une autre question de Sofiane Mechet qui dit, vu le manque de personnel, est-ce que vous avez instauré un plan de formation ou bien vous continuez à chercher des profils expérimentés? De par sa question, j'entends… J'aimerais bien former, mais qui va former? Encore une fois. Hein? J'aimerais bien former, Oui. mais qui va former? Parce que le fait de former, c'est un métier, encore une fois. Absolument. Donc, on doit avoir une… Former, c'est créer un institut ou une école. Et même, j'y ai pensé, j'ai même un local, donc mes parents ont un local qui peuvent me mettre à disposition. Qui va former? Parce que moi-même, je peux former sur le stylisme, mais je ne peux pas former sur le modélisme. Et mes employés ne sont pas profs, même si elles sont excellentes. C'est un métier d'enseigner dans le domaine technique. Qui va former? Même là-dedans, on trouve des difficultés à trouver des profs pour enseigner. Je comprends parfaitement. Donc ensuite, c'est vraiment un gros problème. Moi, j'avais beaucoup d'espoir quand ils ont créé l'usine de Rolizen, la plus grande usine de textile en Afrique. Je me suis dit, dans 10 ans, nous allons enfin, comme par exemple quand il y a eu des ouvertures d'usines dans des régions, ça crée un pôle de formation. Je me suis dit, dans 10 ans, 15 ans, on va avoir des piqueuses et on va avoir du personnel. Mais comme l'entreprise en elle-même a du mal à décoller parce qu'il y a des problèmes de personnel. Il y a des problèmes. Il faut penser à que l'école qui forme aujourd'hui, les instituts qui forment les couturières doivent absolument valoriser ce métier. Et ce n'est pas du tout le cas. Très, très bien, très, très bien. J'ai aussi une question aussi de Loubna Lounis. Avez-vous rencontré des problèmes avec vos employés? J'entends par ça le manque de sérieux et surtout, si vous les formez, comment faites-vous pour les motiver ou les fidéliser? Alors, j'ai eu, bien sûr, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une aventure. Vous allez recruter, vous allez faire des essais, après ça ne va pas marcher, elle va partir, après il y en a une autre qui va venir. C'est sur des années. Une fois que vous tombez sur une perle, moi aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai quelques perles. J'ai galéré pour les trouver. Une fois que vous tombez sur la perle, il faut en prendre soin. Il faut les considérer, les respecter, leur donner des avantages. Voilà. Il faut créer un lien pour qu'elles soient fidèles et motivées. D'accord. Mais c'est très difficile. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de faire du turnover. C'est-à-dire que ça va rentrer, vous lui donnez la chance de 3 mois. Au début, je prenais mon temps. Je disais, je vais la former. Je prenais mon temps. Je disais, un bon 9 mois pour bien connaître, pour la former. Maintenant, non. Maintenant, avec l'expérience,
Au bout de 3 mois, je sais si la personne est faite pour le poste ou pas. Donc, au bout de 3 mois, donc c'est des contrats d'essai, des contrats de période d'essai qui durent 3 mois. Au bout de 3 mois, je sais si la personne est faite pour le poste ou pas. Très, très bien, très, très bien. Alors, Saïd Mbarak pose la question. Avant de se lancer, comment peut-on estimer la rentabilité des 3 premiers mois en étant réaliste? Alors, en toute sincérité, moi, je suis dans une entreprise artisanale. Moi, je vous recommande, ça dépend de l'activité. Parce que l'entreprise artisanale, on prend beaucoup de temps à calculer déjà le taux de rentabilité. Est-ce que le produit est rentable? En combien de temps on le vend? Il faut savoir que ce sont des produits qui sont assez chers, donc les gens font des versements. C'est un peu délicat. Donc, l'entreprise, quand on décide de faire un produit artisanal, on va un peu galérer à mettre en place des taux et des ratios. Moi, je peux vous dire que j'ai collaboré avec des gens pour me mettre en place des systèmes d'information, que ce soit dans la bijouterie ou dans la couture. Ils ont vraiment galéré parce qu'ils ont du mal à systémiser la chose. Le produit, moi, je fabrique presque pas deux produits identiques. Vous voyez? Oui. Donc, moi, je pense que 3 mois, ce n'est pas suffisant quand on lance une activité, si elle est artisanale. Donc, il faut faire le business plan et il faut mettre en place un calcul par rapport déjà, il faut calculer la matière première. Il faut prendre un produit type, la matière première, le temps passé dessus, parce que nous, on calcule la valeur du travail par rapport au temps passé dessus, et une marge, bien sûr avec les charges, bien évidemment, avec les charges, et c'est comme ça qu'on met en place déjà le prix. Une fois qu'on met en place le prix, il faut le comparer au marché. Est-ce qu'on est plus que le marché? Est-ce qu'on est moindre, etc. Est-ce qu'on veut pénétrer un marché? Est-ce que mon produit a un élément concurrentiel supérieur, etc. Donc, c'est par rapport à tous ces éléments qu'on peut. Mais ça dépend beaucoup du produit. Moi, je parle de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est l'entreprise artisanale. Ça prend plus de temps. Il faut un certain fond pour commencer, pour observer la réaction du public et la réaction du marché. Très, très bien, très, très bien. Alors, je pense, le participant va nous dire voilà. si ça répond à… Avant de commencer, je ne pense pas, parce qu'il faut produire le produit d'abord, pour savoir. Très, très bien, très, très bien. Là, on a aussi une autre question de Abdelrahim. Excusez-moi, on peut comparer avec les concurrents. On peut voir la concurrence. Si la concurrence est importante, on peut aller vers la concurrence et voir comment travaille la concurrence. Donc, ça peut être, on va dire, un point de départ, une référence pour essayer de calculer. On a aussi une autre question de Abdelrahmi Doufen. Comment se traduit l'efficacité de prendre le choix d'une stratégie de segmentation sur un marché cible? Est-ce que je peux la lire? Elle est où la question? Alors, vous allez juste sur l'onglet questions. Oui, je suis dessus. Voilà, donc c'est la question de Abdelrahmi Doufen. Hein, elle arrive en 3e position, si vous partez du haut. Je peux vous la réénoncer. Alors, oui, comment se traduit l'efficacité de prendre le choix d'une stratégie de segmentation sur un marché cible? Alors, il faut que moi, j'ai choisi par exemple un segment bien particulier qui est un positionnement en haut de gamme et de qualité supérieure. C'est mon choix. Vous voyez? Comment je peux savoir si ça a été efficace? Je vais vous expliquer. En fait, c'est par dépit que j'ai choisi cette stratégie. C'est par dépit. Parce que, je reviens encore une fois au manque de personnel. Si j'avais tous les éléments à disposition en Algérie, si je sais que je vais trouver le personnel, etc., j'aurais fait un autre segment. J'aurais fait peut-être le grand public. Je ne me serais pas positionnée dans un segment haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai choisi le haut de gamme, j'ai choisi ce segment de marché justement parce que c'est par dépit au départ, parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, je préfère fabriquer des pièces uniques, sachant que la matière première, elle est aléatoire. Je vais chez mon fournisseur, je vais lui dire, je veux tel produit. Il va me dire, OK pour cette fois, mais dans 6 mois, on n'aura pas le même. Donc, comment je vais continuer la continuité? Comment je vais faire la continuité de mon produit? Ça va être compliqué. Donc, j'ai choisi mon segment par dépit. En fait, j'ai fait le travail à l'envers. Une fois que j'ai choisi mon positionnement, j'ai mis en place la stratégie. Mais c'est par dépit, parce que je n'avais pas le choix.
Mhm. Vous comprenez? Mhm. Très, très bien. Là, on revient. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Moi, j'ai mis en place, c'est-à-dire que toute ma stratégie, que ce soit la communication, la production, etc., c'est en fonction de ce segment qui est un positionnement haut de gamme, Oui, mais ça dépend de notre produit. Si demain, je décide de fabriquer du prêt-à-porter, je vais tout revoir. absolument. Ça n'est pas du tout la même démarche ni la même stratégie. Absolument. Donc là, on parlait de compétences. Il y a une autre question de Soraya Ould. Est-ce que vous pensez que le fait de monter en compétences des apprentis ferait en fait baisser le turnover et ferait augmenter en compétences? Ben, bien sûr, Oui. bien évidemment, mais le problème, où sont ces apprentis? D'accord, d'accord. Et elle dit aussi, dans votre créneau, est-ce que vous avez un grand turnover? Est-ce que dans le créneau justement de l'artisanat, il y a un grand Non, turnover? Non. non, il n'y a pas beaucoup de turnover. Ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, justement. Les modélistes, elles sont là depuis 10 ans. La perleuse, elle est là depuis 8 ans. Il n'y a pas beaucoup de turnover. J'ai beaucoup de turnover dans le domaine de l'assistanat, si je peux appeler ça. Pour trouver une assistante commerciale, j'ai plus de difficultés. Mais une fois que la personne du domaine du textile, une fois qu'elle est installée et qu'elle connaît bien les rouages de la maison, parce que c'est une ADN, la maison de couture, si elle y est bien, elle y est et elle y reste. Et on la fidélise. Très, très bien, très, très bien. Là aussi, j'ai Et une j'aimerais autre. bien qu'il y ait Oui, des apprentis. oui. J'aimerais bien, parce que s'il y avait des apprentis, elle commencerait comme dans la bijouterie. Mon père, par exemple, avait des ouvriers. Il commençait apprenti et après il montait dans les échelons. Il n'avait pas de difficulté. Mais dans le domaine de la couture, c'est problématique. Parce que le métier est très dévalorisé. Il a une mauvaise image. Mhm. On a tendance peut-être à dénigrer le métier de couturier. Exactement, on le dénigre. Oui. Là, j'ai une question de Sofiane Mechaï. La volonté d'exporter était votre cible. Est-ce que vous y êtes parvenu? Si oui, après combien d'années d'expertise? Et est-ce que vous avez rencontré des contraintes à l'export? Alors, moi, mon objectif, c'est d'exporter, mais ce n'est pas exporter à grande échelle. Hein. Quand on parle d'exporter, ça veut dire c'est livrer une cliente qui vit à l'étranger. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'exportation? Je pense que oui, mais c'est un produit. Donc, je n'ai pas rencontré encore de difficultés. Mais encore une fois, je suis désolée de me répéter, c'est redondant. Je ne peux pas faire, j'aurais aimé faire de l'exportation comme les gens qui exportent des dates, mais exporter de la quantité. Mais comment je fais pour exporter la quantité si je n'arrive pas à fabriquer la quantité? Mhm. Je comprends. Donc, je ne connais pas encore les difficultés de l'exportation. J'aimerais bien les rencontrer un jour, ces difficultés. Ça impliquera que je fabrique de la quantité. D'accord. J'ai là une dernière question de Saïd Mbarek. Quand on est débutant sur le marché, est-ce que le mieux, c'est de s'aligner par rapport à ceux existants déjà ou bien est-ce qu'on doit peut-être se fixer son propre prix? Alors, si on pénètre un marché, il y a plein de stratégies de pénétration de marché. C'est pas moi qui les ai créées, inventées. En ce qui me concerne, j'ai pénétré le marché, donc je m'étais alignée sur les produits. Et en plus, j'apprenais le métier. Je n'allais pas débarquer et leur dire voilà, je vais vous fixer un produit à la hausse, alors que j'apprends le métier en même temps, etc. Même si je sais que mon produit avait une valeur ajoutée par rapport à la concurrence, mais si on veut pénétrer un marché, les stratégies de pénétration de marché sont claires. C'est ou un avantage concurrentiel très très fort ou un prix intéressant. Donc moi j'ai choisi le prix au départ et je suis montée au fur et à mesure parce que j'acquérais de l'expérience et j'ai rajouté de la valeur ajoutée à mes produits. Très, très bien, très, très bien. Parfait. Donc là, je pense que nous n'avons plus de questions, Madame Antribouza. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment pour votre partage d'expérience, pour tous les conseils que vous avez donnés à nos participants. J'espère qu'ils en tiendront vraiment compte par la suite s'ils veulent se lancer justement dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse en fait le dernier mot. Quels sont les derniers conseils en fait que vous souhaiteriez donner à nos candidats, à nos participants? Alors, à mon avis, pour être entrepreneur, il faut être un peu fou, un peu. C'est-à-dire aimer le risque. Donc, il y a un grain de folie quelque part. Euh, il faut savoir se réinventer. Il faut être humble. C'est vraiment une qualité à avoir parce que
On a des hauts et on a des bas, on a beaucoup de bas, on a beaucoup de difficultés qu'il faut savoir surmonter, donc il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Il faut savoir se réinventer. Je vous donne juste un exemple en 2018, juste avant les élections prévues en Algérie. Donc, fin 2018, moi, j'ai connu des difficultés très importantes. Et au lieu de rester à rien faire, je me suis dit, bon, nous n'avons pas de nouvelles commandes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire. Donc, j'avais du stock, j'avais des employés que je devais payer, donc autant produire. Pendant qu'on produisait, les clients qui venaient, parce qu'on avait quand même du travail, parce que c'était des anciennes commandes, et ben les gens qui venaient, ben, voyaient qu'on avait des nouveaux produits, et donc passaient commande. Donc ça, au lieu de rester, il ne faut pas être passif. C'est un métier, c'est un domaine, c'est un poste, c'est une vie. On ne peut pas être passif. On est actif, on est proactif. On ne fait qu'entreprendre. Dans le mot entreprendre, c'est justement être actif. Et ne pas avoir peur de changer un peu d'orientation. Par exemple, donc ça c'était pour fin 2018. Début 2019, je me suis dit, bon, on se plaint, on me dit, bon, il y a une crise économique, c'était le début du Chirac, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme qui s'appelle Miss Fab, ou la gamme Silver. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi haut de gamme que ce qu'on fait habituellement. Ce n'est pas tout fait main, très haut de gamme dans les fournitures, etc. Nous sommes descendus un petit peu, nous sommes descendus d'un cran, mais ça reste quand même de la qualité. Ça reste quand même du fab, dans le sens où c'est le même service, mais avec une prestation un peu moindre. On appelle ça de la demi-couture. Ce n'est pas de la haute couture, ce n'est pas les mêmes démarches, ce n'est pas le même process, mais c'est une nouvelle gamme. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est une nouvelle gamme. Vous voyez? Donc ça, c'est encore de l'humilité. Ce n'est pas camper sur ses positions et dire oui, moi je fais de la haute couture, j'ai fait des défilés partout dans le monde, je suis désolée, c'est ça ou rien. Eh bien, ça ou rien, on coule. Donc il faut de l'humilité, il faut savoir se réinventer. Et pourquoi ne pas, parfois, oser aller même dans d'autres créneaux complémentaires pour survivre. Très, très bien. Très, très bien. Parfait. Mais parce que l'objectif, quand même, d'un entrepreneur, c'est quand même de durer dans la vie. Absolument. Donc, il faut persister, il faut toujours trouver des idées pour perdurer, pour être pérenne et surtout pour continuer son activité. Voilà. Merci infiniment, Madame Antribouzard, encore une fois, pour votre générosité, pour votre partage. Merci beaucoup à vous d'avoir fait appel à moi et j'espère que j'ai répondu aux questions et que j'ai motivé certains et aidé à penser la chose à certains. Très, très bien. Merci infiniment encore une fois, Madame Antribouzard. Comment? N'ayez pas peur de commencer petit. Je dis, n'ayez pas peur de commencer petit. Oui, absolument, absolument, absolument. Il faut commencer quelque part et surtout, comme vous l'avez dit, ne pas avoir peur d'exprimer ses idées et d'être un petit peu imperméable aux mauvaises ondes et de se lancer dans l'activité qu'on souhaite. Voilà. Moi, je recommande d'écouter, alors si je peux donner des conseils, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps besoin de se réinventer, de transpirer, etc. Moi, je suis une page sur YouTube qui s'appelle, c'est un entrepreneur qui s'appelle Evan Carmichael. Je suis en train de noter. Ouais, si vous pouvez donner aussi des lectures intéressantes ou justement des pages. Vous allez sur YouTube. Il a créé une page qui s'appelle Believe Nation. Et lui, il vous montre plein d'entrepreneurs avec plein d'idées. En l'occurrence, Simon Sinek que j'ai noté tout à l'heure. Et pour les femmes entrepreneurs, même les hommes, mais les femmes, je recommande beaucoup d'écouter Oprah. Oui. Oprah Winfrey. Moi, ça m'aide, en tous les cas. Très, très bien. Voilà, ça m'aide à vous. Voilà. Believe Nation. Bon, là, j'ai pas bien écrit Believe, parce que je suis revenue au truc. Believe Nation, Evan Carmichael, sur YouTube, il a plein d'idées. Il fait les résumés de plein d'idées d'entrepreneurs de différents horizons. Donc, c'est très, très intéressant. Je recommande. Super, super. Merci aussi surtout pour ce partage très, très inspirant, Madame Antribouzard. J'espère que nous aurons à recollaborer avec vous pour un prochain webinaire. En tout cas, marhaba bik andna, vous êtes chez vous. Merci beaucoup, marhaba bikoum, et merci à ceux qui étaient présents. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Saha ftourkoum, saha siamkoum, et à très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.